Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de Nyon Région Télévision. Au sommaire de cette émission, le Forum économique mondial de Davos avec notre invité Frédéric Lelièvre, rédacteur en chef adjoint de CNN Money Switzerland, les préavis qui seront déposés au prochain conseil communal nyonnais et une large page culturelle où l'on prendra des nouvelles du festival Vision du réel, de l'usine à gaz ou encore du théâtre de Coppet. Mais on va commencer tout de suite avec le débat public organisé par NRTV et le quotidien La Côte. Jeudi dernier, les partisans et les opposants du projet de la Sueta ont croisé le fer dans la salle comble du conseil communal. La forme en îlot de ces nouvelles constructions, la biodiversité et le vivre ensemble ont été au cœur des discussions passionnées. Un sujet d'Andrea Braslopo et Florent Cavalleri. Le contact qu'il y a eu entre la ville et les propriétaires date de 2010. En 2016, quand je suis arrivé à la municipalité, on sortait des ateliers que vous avez vus qui donnaient les prémices du plan de quartier et on est en 2020. Donc ça fait en tout cas 10 ans, mais 5 ans sur lequel on travaille réellement au niveau technique sur le dossier, sans aucune opposition. Cette idée de tout raser pour avoir les mains libres et construire ce que l'on veut me déplaît parce qu'on aurait pu, et je pense que les architectes en sont parfaitement capables, on aurait pu moduler la construction de manière à garder une bonne partie de ces arbres. Comment vous avez trouvé ce débat ? Alors moi j'ai trouvé qu'on avait un parterre de convaincus appelés pour venir faire la claque et puis que ça a très bien fonctionné puisque au niveau du temps de parole, de la longueur des réponses municipales qui abondaient dans le sens des partisans du projet, on n'a rien gagné mais on n'a rien perdu. Nous n'avons pas de point de convergence. Les logements, ils sont prévus. Là, tout soudain, le projet est prêt à démarrer. Si on suit ce que dit le non à la Sueta, il n'y aura pas de logement. Et je crois que vous pouvez demander, il y a de nombreux habitants ici dans la salle, regardez-les et puis dites-leur qu'il faut qu'ils attendent encore 10 ans, 15 ans pour avoir des logements dignes d'être habités. En débat, vous avez dit qu'il n'y a pas de point de convergence. Il n'y a aucun point de convergence. On ne peut pas être pour des logements à loyer abordable et des logements à loyer modéré et refuser ce projet. Ça veut dire le refuser, lui faire perdre du temps, lui faire perdre de l'argent. Donc il est sûr et certain que si le projet ne passe pas, les nouvelles constructions ne seront pas là avant 5, 10, peut-être même 15 ans et que les prix ne pourront pas être les mêmes. La destruction de ces immeubles et de reconstruire et de construire même plus d'appartements qu'il y en a actuellement. Jusqu'ici, tout va bien. Donc jusqu'ici, tout va bien, tout à fait. Après, le problème, c'est la forme, où on n'est pas du tout d'accord. Et le problème, c'est les arbres aussi. Notre but, c'était que les citoyens puissent s'exprimer. Mais par contre, j'ai constaté que dans la salle, il y avait presque 2/3 de la salle qui étaient les promoteurs, enfin les porteurs du projet, je dirais ça comme ça. Voilà. Et quand on lit le procès-verbal de l'Assemblée, du Conseil communal du 1er avril, lorsqu'on a traité du sujet, on est quand même étonné de lire que la municipalité ne veut justement pas de gens qui boivent l'apéro sur leur balcon. Je crois que ce n'est pas le rôle d'une municipalité d'expliquer aux gens comment vivre. Le bien vivre ensemble, les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur impose le bien vivre ensemble. Si les gens ont envie de se rencontrer, ils se rencontrent. Et puis, ce n'est pas à la municipalité d'imposer aux gens la façon de vivre. Je vous mets au défi, M. Wallen, d'aller, on ira ensemble, quand ça sera terminé, si ça se fait, faire une grillade dans la cour intérieure qui fait 700 mètres carrés. On ira griller des merguez, on verra bien assez rapidement les nuisances que ça va générer et à quel moment on sera chassé de ces cours, ça dérange les gens. Je vous invite dans mon jardin, en vieille ville, avec des voisins tout autour et qui ont le plaisir de partager un petit bout de jardin. C'est ça aussi, vivre en ville. À la sortie de ce débat, vous pensez quoi de l'issue du vote du 9 février prochain ? Je ne sais pas quelle sera l'issue. Les opposants jouent avec l'émotion en disant non au béton, en montrant un écureuil qui dit merci. On joue avec l'émotion alors qu'il faudrait apporter un peu de raison dans ce débat. Et j'espère que la raison sera entendue par les Nyonnais et les Nyonnaises. Il vous plaît l'écureuil, hein ? Mais il est naïf, l'écureuil. Et il ferait penser que... en abattant ces arbres, on va expulser les écureuils de la Sueta. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait d'écureuils à la Sueta. Par contre, j'espère qu'il y aura demain grâce au projet qui est proposé. La 50e édition du World Economic Forum a lieu du 21 au 24 janvier à Davos. Cet événement rassemble les plus grands responsables politiques, dirigeants d'entreprises, mais également des médias, parmi lesquels se trouve un média basé à Zurich et à Gland. Frédéric Lelièvre, bonjour. Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de CNN Money Switzerland, média qui appartient à la famille Turner. Alors quel est l'intérêt pour un média comme le vôtre de suivre un événement comme le World Economic Forum? C'est très important parce que c'est important pour la Suisse et pour le monde entier. CNN Money Switzerland, c'est bâtir des ponts entre la Suisse et le reste du monde. Et à Davos, pendant quelques jours, plus de 3000 grands chefs d'entreprise, leaders politiques, responsables d'ONG, des personnes du monde académique aussi, donc du monde entier, viennent à Davos pour discuter. Ce n'est pas un endroit où on signe beaucoup de contrats forcément, où on prend des grandes décisions, mais au moins on parle. Un seul exemple qui concerne la Suisse. Regardez, l'Union européenne et la Suisse ont des relations un peu tendues en ce moment. Davos fut l'occasion de la première rencontre entre Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, et la nouvelle présidente de la Suisse pour cette année, Simonetta Sommaruga. Et donc au moins le dialogue peut prendre. Et en tout cas, il faudra continuer maintenant. Et vous nous avez fourni des images de cet événement. Plus concrètement, quelles répercussions est-ce que ça a, ce forum, sur notre région à nous? Alors, il y a d'abord des acteurs de la région qui vont à Davos. Vous voulez quelques noms? Volontiers. Dans les participants, dans la liste participants, on trouve Pascal Kinner, le directeur général de la Banque cantonale vaudoise. On trouve André Koudelski, qui dirige le groupe qui porte son nom, un groupe technologique. Il est à Davos pour parler cybersécurité. On a aussi des politiques notamment aussi. Des politiques, des personnes du canton qui sont à Davos pour faire rayonner le canton, le président de l'EPFL, encore une des autres personnalités, et même des personnalités de Gland qui sont à Davos. Alors ces personnes de Gland, on en parlera un petit peu plus tard. Les entreprises sont là, même des vaudoises. Notamment, vous voulez parler de Koudelski qui joue un rôle particulier notamment. Alors, André Koudelski est très impliqué dans le Forum économique mondial. Il contribue à façonner les discussions, il participe régulièrement à des discussions et il va, comme d'autres aussi, utiliser la caisse de résonance qu'est Davos pour faire savoir comment son entreprise se développe. Et la cybersécurité que je mentionnais à l'instant est un thème très très important pour Koudelski. C'est un secteur en croissance, c'est un sujet qui intéresse la planète entière, c'est un sujet vite global, et donc pour Koudelski, c'est une bonne plateforme pour en parler. On sait qu'il y a des très très grands noms, alors justement, dans quelle mesure est-ce que les noms que l'on vient de citer ont une influence sur ce forum mondial? En tout cas, ils peuvent réseauter. Je crois que c'est ça vraiment l'espace, la chose importante pour Davos. C'est l'occasion unique pour tout le monde. Et je mentionnais le Conseil fédéral, mais tout le Conseil fédéral était à Davos. Pour les cantons qui envoient une délégation à Davos, en quelques jours, parfois même quelques heures, ils peuvent rencontrer des personnes de la planète entière. Et donc c'est très efficace, c'est assez économe. Il faut juste un billet de train pour aller jusqu'à Davos, mais ça suffit. Et donc là, on peut faire connaître la région à des personnes qui seraient autrement plus difficiles à atteindre. Et il y a aussi le WWF qui a son centre ici à Gland et son directeur général Marco Lambertini. Pourquoi le WWF au World Economic Forum? Alors, le réseautage, bien sûr, mais aussi pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Ils ont fait différentes initiatives. Ils sont parfois associés avec le Forum économique mondial. C'est le cas cette année avec l'initiative qui s'appelle 1 milliard d'arbres. Et donc, c'est d'encourager tous les acteurs possibles à souscrire, à fournir des fonds pour planter, replanter ou conserver 1 milliard d'arbres sur la planète. C'est bien sûr pour capter du CO2 et lutter contre le réchauffement climatique. Alors on va justement voir un tweet de Marco Lambertini. En anglais, je vous le lis en français. « Je suis au WWF de Davos pour demander aux leaders politiques et économiques de lutter contre cette urgence planétaire comme leur première priorité. La non-action sur l'environnement menace la santé humaine et le bien-être, ainsi que le développement économique et la prospérité du business. On a besoin d'un nouveau traitement pour la nature et les gens. » Est-ce que, Frédéric Lelièvre, le message du WWF est en train de changer, ou l'utilité de ce dernier? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on regarde il y a 10 ans en arrière, au Forum économique mondial, on parlait quoi? De la crise financière. Et on ne parlait pas beaucoup d'environnement. Aujourd'hui, c'est le grand sujet. Le grand sujet de toute la semaine. Il y a eu un grand choc mardi, le choc Greta contre Donald. Greta Thunberg, l'activiste suédoise contre le réchauffement climatique, était passée par Lausanne avant d'aller jusqu'à Davos. Et bien sûr, Donald Trump, le président américain, qui a délivré un discours très attendu et dans lequel le mot même réchauffement climatique n'a pas été prononcé. Et on voit bien comment ces discussions s'articulent, se télescopent parfois. Et pour le WWF, c'est un cadre assez unique où dans les couloirs, on peut approcher des leaders qui sont autrement difficiles à joindre. Et c'est vraiment un moment unique, un peu informel, parce qu'on sait que Davos est fait pour ça. Tout le monde, c'est un peu la règle du jeu. On va à Davos pour parler, rencontrer tout le monde,
pas simplement les personnes avec qui on est d'accord. Vous parlez de ce bras de fer Greta-Donald Trump. Quelles impressions ont été laissées de ces discours ? Je crois qu'il y a eu une grande frustration après le discours de Donald Trump. On l'a vu le jour suivant où le prince Charles d'Angleterre, du Pays de Galles, a fait un grand discours pour réveiller tout le monde, dire que le réchauffement climatique est une cause énorme à battre. On a les solutions techniques, mais il faut la volonté politique. Et donc ça continue. Ça va continuer tout le reste de la semaine. Tous les acteurs, les banques sont mises sous pression et tout le monde vient en essayant on espère, de faire un peu plus que ce, comme on dit en anglais, le greenwashing, aller au-delà des déclarations et vraiment passer à l'action. Pour finir, ce que la région retire vraiment de ce forum qui a une influence internationale, qu'est-ce que c'est qu'elle retient, cette région ? Alors, ce jeudi, il y a une initiative intéressante qui est lancée, qui concerne directement toute la région près d'où on se trouve. Elle est lancée par le canton de Vaud, Nestlé à Vevey, le PFL, l'école hôtelière à Lausanne. Je crois que même que le chef de l'hôtel de ville de Crissier s'y trouve. C'est une initiative pour promouvoir la vallée de l'alimentation et la nutrition, si je traduis en anglais correctement. C'est faire savoir au monde entier qu'il y a dans cet arc lémanique énormément de compétences et qu'elles vont passer du laboratoire à la table, parce que la table de demain, c'est aussi une manière de lutter contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup, Frédéric Lelièvre. À Nyon, 4 coopératives d'habitation ont été invitées à participer à un appel d'offres en vue de valoriser la parcelle de l'ancienne école désaffectée du Couchant B. Et c'est le projet de la coopérative d'habitation lausannoise Cité Derrière qui a finalement été retenu. Ce projet prévoit la construction d'un immeuble d'habitation de 23 appartements ainsi qu'une salle polyvalente. Oui, nous avons là un nouveau projet de DDP, un peu à l'image du projet d'il y a une dizaine d'années pour l'immeuble d'appartements protégés d'État de droit. La ville vient de reconstruire l'école du Couchant et c'est sur ce qui s'appelle le Couchant B que ce projet porte. Oui, c'est sur cette parcelle qui a été libérée par l'école du Couchant B et pour laquelle le conseil communal nous avait demandé de la valoriser. Alors, ce projet prévoit la création de plusieurs appartements allant jusqu'à des 4 pièces ainsi qu'une salle polyvalente. Expliquez-nous le contour de cet immeuble et de cette salle. À qui va-t-elle servir ? Nous avons fait un appel d'offres à investisseurs, à coopératives sur invitation. Nous avons donc invité les 3 coopératives nyonnaises, plus, comme le veut la loi sur les marchés publics, une coopérative extérieure à la ville de Nyon. Et justement, alors revenons sur cette salle polyvalente. C'est une salle polyvalente qui sera complémentaire de ce qui existe déjà à l'école du Couchant ou ce sera un projet complètement autonome ? Alors c'est juste, le programme comprenait des logements et comprenait une salle polyvalente qui viendra en complémentarité d'usage avec la salle de rythmique du Couchant. C'est un projet de visée environ 8 millions de francs, mais il n'en coûtera rien à la ville de Nyon. Au contraire, c'est une construction qui rapportera. C'est le côté positif de ce DDP. Effectivement, à l'image de l'immeuble d'appartements protégé, nous aurons des appartements à disposition. Le constructeur payera la démolition de l'école actuelle, ainsi que la salle polyvalente. Et en plus, il y a un DDP qui rapportera un revenu d'environ 76 000 francs par année. Ce quartier du Couchant, réalisé entièrement sur les sites anciens du Couchant A et B, sera-t-il visible à quel horizon ? Alors normalement, c'est 3 ans, c'est le calendrier qui a été prévu dans l'appel d'offres. 376 jeunes âgés de 16 à 18 ans habitent la ville de Nyon et la municipalité souhaite leur offrir la possibilité de s'exprimer lors de votes consultatifs et ce 3 fois par année. C'est du moins le projet qui sera soumis au législatif lors de sa prochaine séance. Un préavis en réponse à un postulat intitulé « Pour une consultation des jeunes sur les objets de votation » déposé en décembre 2018. Regardez. Alors, avec le Conseil des jeunes, nous avons travaillé à ce nouveau projet. Effectivement, le vote incitatif de tous les jeunes nyonnais de 16 à 18 ans, quelle que soit leur origine, pourrait être un outil à mettre entre leurs mains pour mieux connaître la politique suisse, vaudoise, nyonnaise, mais aussi pour s'y intéresser. Ce serait un outil parmi d'autres. Le Conseil des jeunes avait déjà mis en place quelques outils. Un outil parmi d'autres pour les inciter à s'intéresser à cette vie politique. Le projet, finalement, c'est de faire voter ces jeunes sur 3 objets par année et puis d'avoir quelque part un baromètre, justement, sur ces tendances.
Oui, 3 projets par année pour lesquels un débat sera organisé par le Conseil des jeunes avec des gens qui viendraient représenter les différentes positions. Donc susciter l'intérêt, susciter le débat et puis à la fin voter et pouvoir communiquer sur ce vote. C'est de l'instruction civique, finalement à bon compte pour la ville de Nyon, puisque ces 3 votes annuels ne coûteront que 8 000 francs annuels. Effectivement, il y a l'envoi des bulletins de vote et puis de la documentation. Nous utiliserions la documentation d'EasyVote, qui est vraiment une documentation à destination des jeunes et qui existe déjà. Et on prend des nouvelles de l'agroscope de Changin. Ce bâtiment de recherche agronomique qui avait fait tant parler suite à sa construction en 2012 est en passe de revivre. Menacé il y a 2 ans, l'agroscope de Changin semble être définitivement sauvé. La Confédération a communiqué vendredi dernier une réorganisation de l'Institut de recherche agricole qui réjouit le syndic de Nyon, Daniel Rossella. C'est une très grande satisfaction d'avoir pu constater que la Confédération et le canton ont œuvré main dans la main pour trouver une nouvelle formule pour l'agroscope. Et non seulement on maintient les places de travail, mais on les augmente. Donc pour les autorités à la fois de la ville de Nyon et de la région, c'est une très bonne nouvelle. À Changin, le nombre d'employés devrait passer de 130 à 160 et on y créera un nouveau poste de compétences pour les cultures spéciales en association avec l'État de Vaud et la HES de Changin. Des nouvelles culturelles maintenant et des bonnes nouvelles pour le festival Vision du réel. Le festival de cinéma suisse a signé jeudi une convention de subventionnement sur 4 ans. Cette signature quadripartite réunit l'État de Vaud, la région de Nyon, la ville de Nyon ainsi que la fondation Vision du réel. Andrea Braslopo a capturé cet instant. Depuis 2014, le canton de Vaud et la ville de Nyon sont à l'origine de ce mode de subventionnement pour Vision du réel. Pourquoi c'est important pour l'État de Vaud de contribuer à nouveau au mode de financement à Vision du réel? C'est important parce que le canton de Vaud est un canton de cinéma. C'est un canton qui abrite les Cales, qui abrite la Cinémathèque, qui abrite aussi Cinéforum. Il est très investi dans le cinéma. Et c'est vrai que le festival de Vision du réel, c'est un festival particulier, exclusivement porté sur la question du cinéma documentaire. Et c'est vrai que c'est une partie très importante du cinéma. Donc évidemment, c'est un festival qui rayonne internationalement, qui a beaucoup de poids et d'emprise sur l'ensemble des régions du pays et aussi pour le canton, puisque les Vaudois sont très attachés à ce festival. Vision du réel est un festival extraordinaire non seulement pour Nyon, mais pour le canton et la Suisse. On a une chance extraordinaire de les avoir ici depuis plus de 50 ans. Ils font rayonner notre nom, le cinéma, le savoir, le vivre ensemble et l'ouverture. Vision du réel est une institution phare dans la région. C'est un festival qui vient de fêter ses 50 ans, qui a prouvé sa capacité à assumer son rôle dans le cinéma, qui est une véritable vitrine, que ce soit bien sûr dans la région, à Nyon, la région, le canton, mais aussi à l'extérieur et de manière internationale. Et pour nous, c'est extrêmement important que ce festival puisse rester à Nyon. La ville de Nyon, qui soutient le festival depuis ses débuts, augmentera sa contribution par ailleurs. Ça peut paraître surprenant pour certains dans le contexte économique actuel difficile dans lequel est la ville de Nyon. Non, c'est au contraire, c'est juste logique de les soutenir. Les retours sur investissement, si on veut parler pure économie, sont énormes. Des gens viennent du monde entier, des chambres d'hôtel, des restaurants sont utilisés. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis, il y a surtout un élément important, c'est le principe de subsidiarité. Si Nyon aide son festival phare, la région va l'aider, le canton va le faire et la Confédération. La contribution du canton, elle s'élève à 320 000 francs. C'est vrai que c'est une des contributions les plus importantes du canton par rapport à un certain nombre d'institutions. Et puis on sait que c'est un festival qui va chercher des appuis financiers externes, qui, comme tous les festivals, il a toujours cette négociation permanente pour voir comment est-ce qu'on peut à la fois rayonner, garder beaucoup de qualité, parce que ça je crois que c'est une ambition essentielle pour le festival, et puis à la fois pouvoir justement être soutenu de manière pérenne pendant plusieurs années par les collectivités publiques.
C'est un important engagement des autorités pour soutenir Vision du réel. Nous, évidemment, ça nous donne une énorme impulsion. Ça nous donne de la visibilité aussi par rapport à Berne, avec qui on va aussi négocier une convention de contribution. Et puis, on part maintenant dans une nouvelle aventure après 50 ans, le 50e l'année prochaine, et on sait que les autorités sont derrière nous. L'usine à gaz a annoncé sa programmation de janvier à juin 2020, un mélange entre spectacle, théâtre et concert. Greg Barnil et Florent Cavalleri. C'est la 4e demi-saison hors mur de l'usine à gaz. Et puis cette demi-saison va se dérouler dans des lieux aussi divers que la salle communale Le Temple de Nyon, la salle des Morettes sur Prangin ou par exemple encore le théâtre de Grandjean. C'est vous qui avez concocté cette saison. Et cette saison, eh ben, il y a de tout, il y a pour tout le monde. Il y a des spectacles pour enfants, des musiques actuelles et puis encore des déambulations. Comment vous avez conçu cette programmation ? Alors nous sommes restés fidèles à notre ligne de programmation qui était toujours l'originalité, la qualité, la recherche de nouveautés. Donc j'espère que cette fois-là, nous avons aussi proposé ces aspects-là. Et parmi les temps forts de cette programmation, il y a bien sûr les musiques actuelles. Et là, bien, on est en Europe, on est en Afrique, on est à peu près autour du monde. Alors oui, on va explorer vraiment les diverses sonorités, autant du Mali que du Portugal, avec une artiste qui s'appelle Lola Pena, par exemple, qui joue de la guitare et qui explore autant le fado que le folk, que la bossa nova. Et Boubacar Sissoko, qui joue de la kora, donc instrument traditionnel malien. Il y aura aussi du rap avec un projet assez particulier. Oui, alors c'est la rencontre de Jonas, le rappeur genevois, avec de la musique classique, baroque. Ils en ont fait un projet où ils rappent dessus, sur de la musique classique, avec des textes engagés. Donc vraiment un mariage assez particulier dans le cadre de la semaine contre le racisme. Le décor, une plage, peu de gens dans les parages. Hors de l'espace-temps, les roches n'ont pas d'âge. Je marche dans le vague, les vagues avalent mes empreintes. Le sable est à nouveau vierge de mes rêves, de mes craintes. Et l'usine à gaz et sa programmation, ça s'adresse à tous les âges. Les enfants ne sont pas oubliés. D'ailleurs, ce sont eux les spectacles pour les enfants qui ouvrent cette saison et qui la terminent. Alors nous proposons 3 spectacles, marionnette des 4 ans, ensuite spectacle d'improvisation et pour terminer un concert qui s'adresse à tout public des 0 à 99 ans. Et qui est mené par qui ? Gaëtan. Et puis au milieu de tout ça, il y a aussi des projets un petit peu plus particuliers. Ce sont notamment des projets de médiation culturelle avec une exposition et une déambulation. Oui, un magnifique projet qui fait le pari de sortir l'art dans la rue et de s'interroger sur la place des femmes dans l'espace public. C'est un projet qui s'appelle Quartier Libre, qui invite le spectateur à aller faire une déambulation dans l'espace public, dans les rues de Nyon, et d'aller écouter des comédiens qui vont déclamer des textes effectivement sur la place des femmes dans les rues, dans l'espace public. Et toujours dans cet espace de médiation culturelle, il y a aussi une exposition à la bibliothèque. Et là, on va décrocher son téléphone pour entendre quoi ? Effectivement, bibliothèque sonore, c'est différents téléphones qu'on pourra décrocher et entendre des textes de grandes auteurs françaises telles que Simone de Beauvoir, etc., qui seront déclamés par des comédiennes contemporaines. 4e demi-saison hors les murs pour l'usine à gaz. Il y en aura encore certainement une 5e puisque le nouveau bâtiment est en train de sortir de terre. Comment s'annonce l'avenir justement de l'usine à gaz ? Alors l'avenir s'annonce radieux. Nous allons emménager dans l'usine à gaz fin 2020 et nous allons inaugurer le nouveau centre culturel au printemps 2021.
Et voilà, et puis pour terminer sur cette réimplantation de l'usine à gaz, donc l'équipe actuelle va continuer sur cette programmation et puis ensuite laisser gentiment le pas et les commandes de l'institution à la programmatrice qui vient d'être nommée. Les écoliers de Terre Sainte pourront rencontrer un grand bonhomme du théâtre français. François Huster leur proposera un masterclass jeudi 30 janvier au théâtre de Terre Sainte, un acteur qui sera également sur la scène copétane. Francis Huster va venir nous faire une présentation de Molière sur scène. Ça sera du 29 au 31 au théâtre. Mais il y a aussi une masterclass qui est organisée pour les élèves du collège de Terre Sainte. Alors il y a bien évidemment les 3 représentations qui ont lieu le mercredi, le jeudi et le vendredi. Mais en plus, profitez de cette opportunité pour le jeudi matin à 10h45 faire un masterclass uniquement réservé aux élèves. Je pense que les élèves, au-delà de voir un spectacle, je pense qu'ils s'intéressent au métier, à ce que les gens font. Et puis le théâtre, ils ont une représentation assez vague. Le cinéma aussi, ils voient des films, mais ils savent finalement pas ce que c'est que ces métiers artistiques. Donc c'est leur montrer aussi que c'est exigeant, que ça demande du travail, de l'investissement, voire de la consécration. Et je pense que Francis Huster est un bon exemple pour ça. C'était notre ambition, notre objectif, surtout de créer ce lien entre le théâtre et les écoles, qui, je rappelle, se trouvent dans le même bâtiment. Et pour nous, c'était vraiment une ambition, une volonté d'intéresser ces jeunes avec le monde du théâtre. Et puis, Francis Huster, c'est une opportunité absolument exceptionnelle, parce que finalement, ces jeunes qui s'intéressent au théâtre, c'est le public de demain. Et ça, pour nous, c'était très important de le mentionner et surtout de l'entretenir. Alors on sait que les milléniaux, les millénials sont dans l'instantanéité. Est-ce qu'ils connaissaient Francis Huster ? Alors les élèves, je pense qu'ils ne connaissent pas forcément directement Francis Huster, même s'ils l'ont peut-être vu dans un film ou un autre. Par contre, leurs parents, évidemment, le connaissent, ce grand comédien. Donc c'est vrai qu'on leur a présenté Francis Huster, on leur a parlé de Molière aussi, pour qu'ils puissent apprécier ce moment de rencontre. Puis ça se veut vraiment comme un moment de rencontre entre un grand artiste du théâtre français et puis des élèves d'aujourd'hui, de 14 ans. On aura la chance de le diffuser en intégralité sur Facebook pour que tous les gens puissent en bénéficier, que ce soit les écoles, que ce soit des personnes chez eux, grâce à Internet, qui puissent également bénéficier de cette prestation. Et ça, ce sera le jeudi 30 janvier, le matin, à partir de 10h45. Absolument, il suffit simplement de se connecter sur Facebook, aller sur mon mur, ce qu'on appelle Mesmer Patrick, et là, vous tomberez directement en direct et vous pourrez bénéficier de cet événement. Quel est le bilan à mi-saison pour l'association du théâtre de Terre Sainte ? Eh bien, je crois que malgré nos maladies de jeunesse que nous cherchons à surmonter, je crois que le bilan est globalement positif. C'est vrai que c'était un défi relativement important suite au succès qui avait été rencontré par l'équipe qui nous précédait, de pouvoir prendre le relais. On n'a pas voulu non plus faire un pur copier-coller. On a ambitionné un peu de faire un tout petit peu évoluer tout en restant dans l'humour. On a visé à intéresser les jeunes. Nous avons souhaité également associer aux prestations théâtrales les humoristes romans et nous avons souhaité également, et ça sera le cas par exemple dans la prestation d'Huster ou dans la dernière pièce qui sera présentée et qui a obtenu 5 Molières avec la pièce d'Edmond où véritablement on aura des prestations qui sont théâtrales d'un très haut niveau. On ose espérer que ça attire l'attention des gens. Et puis, ces orientations, ces choix vous permettront certainement d'atteindre l'équilibre, les chiffres noirs à la fin, à l'issue de cette première saison. En tout cas, c'est l'espoir et l'ambition que nous avons. On peut dire que ce que nous avons un tout petit peu regardé, c'est regarder ça un petit peu en détail. En tout cas, à la mi-parcours, ça se présente bien et on espère pouvoir arriver à l'équilibre, ce qui nous permettra de recontinuer, je dirais, d'avoir de nouvelles saisons que nous préparons d'ores et déjà aujourd'hui. Et c'en est tout pour l'information et la culture cette semaine. Retrouvez-nous jeudi prochain pour une nouvelle émission d'actualité. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Ciao, ciao.